Merci de l'invitation. Alors, ce que je vais essayer de faire dans cette présentation, c'est de vous donner quelques éléments que l'on trouve dans des travaux en sciences sociales et sciences politiques sur les normes standards, sur les standards privés et publics. Et j'ai mis le terme de normes pour utiliser le mot français de normes qui est un peu plus large que standard en anglais. Dans la réduction de l'utilisation de pesticides en agriculture tropicale. Et si j'ai mis toxique entre parenthèses, c'est parce que l'essentiel des initiatives qui existent portent sur les pesticides qui sont considérés comme très toxiques. Et donc ça exclut souvent les pesticides qui sont moins toxiques, mais qui n'en posent pas moins beaucoup de problèmes. Alors, juste en introduction, je voudrais juste rappeler que c'est l'agriculture tropicale, c'est beaucoup de pays, donc sur plusieurs continents, et que ces pays ont souvent, pour la plupart, développé, et depuis plusieurs décennies, des systèmes de régulation des pesticides nationales. Donc c'est quand même c'est important de le rappeler, même si, je vais le dire, ces systèmes sont pour beaucoup ont un problème de ce qu'on appelle de capacity en anglais, donc de capacité, de moyens, que ce soit financiers et institutionnels, organisationnels, de professionnels. On a aussi tout un ensemble de conventions régionales. Et par exemple, en Afrique de l'Ouest, on a un système qui repose sur le Comité sahélien des pesticides qui réunit plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et qui ont un système commun d'homologation des pesticides pour l'ensemble des pays qui adhèrent à ce programme, à cette convention. Et on a, au Mexique, par exemple, fait partie de la zone ALENA avec les États-Unis et le Canada, et ça a des implications sur l'homologation des pesticides au Mexique, par exemple. Donc on a des systèmes-là qui peuvent compliquer un peu les choses ou changer les choses de ces régulations nationales. Et on a ensuite, à un autre niveau, un ensemble de conventions internationales et globales, notamment la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm, qui influencent la gestion des pesticides. Et puis, mais il y en a d'autres, la Convention de Basel, et on pourrait en évoquer d'autres, et puis de schèmes volontaires, et notamment, qui est important, qui est le code international porté par la FAO, qui est un schème volontaire et qui repose sur des guidelines, et qui a été développé depuis les années 80. Et puis, on a toute une grande variété de standards privés qui sont souvent adossés ou qui peuvent servir à des régulations internationales, qui sont liés à des distributeurs, à des fournisseurs des agricultural committees, typiquement Cargill, dont on parlait hier, pour mettre en place la RSE, et puis à l'industrie des pesticides, avec un standard qui est très ancien, qui est Responsible Care, mais qui commence à se mettre en place dans les années 70 notamment, et qui est aussi une déclinaison d'un standard de Responsible Care qui est porté par l'ensemble de l'industrie chimique depuis les années 70. Et donc, on a aussi tout un ensemble de standards environnementaux développés par ISO qui peuvent être utilisés dans des zones tropicales. Donc, on en a tout un ensemble, et dedans, dans ces standards, même si ce n'est pas forcément tout le temps leur objectif, on a des provisions, des mesures qui peuvent être destinées à améliorer la gestion de l'utilisation des pesticides et à prévenir les effets délétères sur l'environnement ou la santé. Alors, il y a des travaux en sciences sociales qui vont porter sur les systèmes en sciences sociales et politiques, qui vont porter et en sciences humaines, en histoire, il y a aussi des historiens, sur les systèmes de régulation nationale. On a tout un ensemble de travaux. On a aussi des rapports qui peuvent être assez importants. Et ces travaux peuvent montrer montrent différentes choses, mais dans certains cas, montrent la complexité justement des imbrications de tous ces systèmes qui peuvent exister dans des niveaux nationaux.
On a des travaux qui réfléchissent à l'influence des systèmes de régulation de pays du Nord sur les pays du Sud, et notamment dans ce qu'ils permettent l'export de produits interdits. Et je vous invite à lire, pour un exemple extrêmement documenté, Toxic Injustice, qui est un gros pavé, mais qui travaille autour de cette notion d'export du DPCB utilisé dans la banane, interdit aux États-Unis pour des tas de raisons et exporté pendant assez longtemps en Amérique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est. On a aussi donc beaucoup de travaux sur ces conventions internationales et ces schèmes volontaires type FAO. C'est surtout comment ils ont été développés, comment ils ont été négociés, leur propriété, mais beaucoup moins comment ils sont mis en œuvre concrètement. Et Vera, hier, nous a expliqué que la Tanzanie adhérait donc à la Convention de Stockholm, à la Convention de Rotterdam, et finalement que la mise en œuvre locale, locale dans le sens national au niveau de la Tanzanie, c'était problématique. Et cette mise en œuvre, elle repose sur d'autres dispositifs internationaux, très souvent, qui passent par la Banque mondiale pour financer des projets, mais sur des logiques de projet. Et on pourra discuter de ce que ça veut dire, les logiques de projet. Qu'est-ce qui se passe une fois que le projet est fini et qu'est-ce que peuvent faire ces projets. Donc ça, c'est beaucoup moins travaillé et ça mérite des enquêtes plus approfondies. On a des travaux qui vont porter sur des mises en œuvre locales de standards privés et publics. On a eu une présentation ce matin de Paul qui discutait un type de cette étude. Et puis des études sur des conflits et sur des conflits, des controverses. Dans les pays tropicaux, il y a de l'activisme contre l'utilisation des pesticides. On a ces études-là et on a aussi des travaux qui portent sur les conflits entre groupes industriels des pesticides. Et on pourrait aussi en avoir entre des retailers, par exemple des gros groupes de retailers ou des entreprises comme Cargill et les industries des pesticides, parce qu'ils n'ont pas toujours le même. De ce point de vue, je vous invite à lire le Business Conflict and Risk Regulation, qui est vraiment très bien, qui porte sur le Costa Rica et qui montre des conflits entre différents types, entre les industries des pesticides génériques et les majors, sur comment transformer la régulation au Costa Rica. Alors, je vais commencer par évoquer cette question du problem of capacity, qui est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on a noté depuis au moins les années 70. Et on avait dans les années 70, on avait les mêmes photos que Vera nous a montées pour la Tanzanie, qui venaient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On avait le même type, et on avait aussi, dès les années 70, on a eu des inquiétudes pour l'Afrique ou pour l'Asie du Sud-Est. Il y a eu des travaux qui se sont développés, portés par des ONG, portés par tout un ensemble d'acteurs, et et puis il y a eu des transformations aussi dans les législations nationales qui ont interdit toute une première vague d'interdiction de pesticides dans des pays riches, qui ont posé des questions, et ces questions, on a montré, il y a eu des travaux, donc je vous donne des chiffres de cette étude de Schrarer qui date de 1996 et qui montrait qu'au début des années 90, fin des années 80-90, il y avait un manque assez important pour mettre en œuvre les législations dans les pays dits du Sud. Alors c'est un proxy, tous ne sont pas des pays tropicaux, mais ça donne une idée. Et beaucoup manquaient de moyens pour contrôler, vérifier la qualité des pesticides. Et c'est important parce que ça, on a eu l'étude hier de l'ANSES. Elle porte sur des pesticides qui sont vendus en Europe. Et même si les molécules, les produits actifs sont les mêmes, les produits qui sont vendus en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie du Sud-Est peuvent avoir la même molécule, mais être très différents dans leur composition et avoir, par exemple, beaucoup plus de résidus de produits de métaux lourds, peuvent avoir des composants différents qui accroissent la toxicité ou la changent. Et par ailleurs, les conditions d'utilisation sont totalement différentes et donc ça donne des situations d'exposition qui sont très différentes et donc potentiellement des effets sanitaires qui sont différents. Et c'est important d'avoir des recherches locales financées, je le dis juste.
En passant. Donc ces travaux ont essayé d'objectiver un petit peu ça avec des travaux aussi d'ONG, dans lesquels, par exemple, le Pesticide Action Network était très impliqué. Et ça a eu des conséquences. Il y a eu un gros activisme pour tenter de transformer... enfin, d'abord, il y a eu des conséquences. Les conséquences de ce manque de capacité qui est mesuré, c'est des utilisations assez importantes. Alors, c'est des estimations, mais c'est probablement important, qui ne reposent pas sur les standards qui sont reconnus internationalement, en tant cas de sécurité. L'importation de pesticides interdits qui est dans les pays riches et notamment des pays des pesticides qui sont extrêmement dangereux dans des pays donc beaucoup moins riches et dans des quantités qui peuvent être importantes. On a des études qui commencent à être faites par des ONG pour essayer d'estimer le chiffre d'affaires que ça implique pour les entreprises de pesticides. C'est assez important. Et puis, il y a une facilité à importer des pesticides non autorisés. Et c'est reconnu par les importateurs. Il y a une étude récente au Sénégal qui montre que les importateurs estiment qu'eux-mêmes, officiels, importent environ 20%, 17 à 20% de pesticides non autorisés. Donc il y a une facilité. Et puis il y a une surutilisation, on l'a déjà évoqué, et aussi une importation qui excède les besoins, notamment par les logiques que j'ai évoquées hier, qu'on a évoquées, que Vera a évoquées, de dons de pesticides non utilisés, qu'on appelle obsolètes. Mais dans cette catégorie d'obsolètes, on pourra y revenir, il y a d'autres types de pesticides. Donc on surarrose, si on veut, à cause du manque de régulation, ces pesticides. Alors ce problème de la capacité, il a été adressé, pour prendre une expression anglaise, il a été traité dans tout un ensemble de dispositifs qui a commencé avec l'idée portée par l'industrie dès les années 70, j'ai dit qu'on pouvait utiliser de manière sûre, safe, sans problème. Avec cette idée de good agricultural practice qu'il faut manipuler avec assez de précaution parce qu'il a été développé par l'industrie et c'est aussi ça a des effets. Il y a des analyses qui portent sur le Costa Rica, notamment faites par Murray en 1995, mais il y en a d'autres après qui montrent que cette idée qu'on peut utiliser ces pesticides extrêmement toxiques sans problème, en mettant en place un ensemble d'infrastructures, un ensemble de programmes d'éducation, de formation, etc., c'est un échec, mais elle est encore très présente, puisqu'on dans ces 2 jours, on a cette idée qu'on peut, dans des milieux extrêmement chauds, utiliser des pesticides qui ont des tas de propriétés, on pourra en discuter, sans problème, et qu'il suffirait de mettre des protections sans se poser la question de quel type de protection, si elles sont efficaces, si on peut les acheter, si on peut les porter et travailler avec, etc. etc. Donc ça, c'est une forme d'échec, et très vite, dès les années 80, c'est l'idée qu'il faut quand même arriver à réduire et à supprimer les dangers, pour le coup, parce que on ne peut même pas passer à des logiques de risque. Et on a l'idée qu'il faut interdire, et c'est porté notamment par Greenpeace, le Pesticide Action Network, et tout un ensemble d'autres organisations et certains États, certains types de pesticides extrêmement dangereux. Il y a des travaux entiers sur ces initiatives, mais ça débouche sur ce qu'on appelle la procédure PIC, le Prior Informed Consent, qui est portée par la Convention de Rotterdam et qu'on retrouve aussi dans la Convention de Basel, qui est sur l'exportation de déchets extrêmement toxiques des pays riches aux pays plus pauvres. C'est exactement la même logique. Et cette logique, c'est l'idée, en gros, qu'on va donner des informations, que les pays exportateurs, les entreprises qui exportent doivent donner un ensemble d'informations sur un ensemble de produits extrêmement toxiques et interdits dans les pays d'où ils viennent, où ils sont, et puis que c'est au pays ensuite de décider avec ces informations. Alors je caricature, mais il y a beaucoup de limites. D'abord, ça ne résout pas ce problème de la capacité, puisque il y a des améliorations, mais c'est de manière inégale dans certains pays. Il y a des ressources qui sont mises en place, tout un ensemble de choses, mais ça reste quand même très insuffisant. Simplement pour traiter les informations. Dans certains pays, on n'a même pas la capacité de traiter ces informations. Et puis, l'autre élément, c'est que ça concerne qu'une
liste limitée de produits qui sont en annexe de ces conventions et qui doivent être négociés. Cette négociation prenne un temps infini et donc finalement il n'y a qu'un tout petit nombre de produits qui sont concernés par ces obligations. Et les derniers, c'est que même si on peut, les pays ont les ressources pour analyser ces informations, il n'en reste pas moins que il faut ensuite avoir les moyens de contrôler les frontières, de contrôler tout un ensemble, les arrivées, l'arrivage des produits, etc., etc. Et on a vu dans différents cas qui ont été développés que c'est loin d'être le cas de partout. Donc ce type de convention internationale a un ensemble de limites, même si elle a pu à certains moments améliorer des choses et donner des ressources aux fonctionnaires qui travaillent dans ces administrations pour demander des choses, tenter d'obtenir un certain nombre de choses vis-à-vis de leur gouvernement ou vis-à-vis d'autres instances ou de partenaires avec lesquels ils interagissent. Et l'interdiction, notamment en Amérique du Sud, à certains moments, fait que, ou dans d'autres pays, fait aussi qu'on peut dire, attends, pourquoi c'est interdit dans ces pays, pourquoi est-ce qu'on veut le vendre? Et ça donne des ressources, mais c'est loin d'être suffisant. Alors je vais passer ensuite... Une minute ou deux, ok. Je voulais parler de plusieurs standards. Donc un standard public qui était en Thaïlande, qui est la même logique que celui qu'a présenté Paul ce matin, et qui est exactement, c'est GAP exactement. C'est l'initiative de Thaïlande se retrouve dans l'initiative du Vietnam que nous a présenté ce matin. Paul se retrouve aussi en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et les effets positifs, l'adoption de ce standard n'a pas toujours un effet sur les résidus. Ça dépend des produits quand on utilise, et c'est fait pour limiter les résidus. Ça a des effets positifs sur les revenus, ça dépend des filières. Il y a des filières pour lesquelles ça n'a absolument aucun effet parce que ça dépend de qui on peut vendre et comment elles sont organisées. Et puis, ça ne change pas forcément de manière importante les pratiques parce qu'il n'y a pas d'alternative et qu'en fait, on se concentre sur le moment juste avant la vente, la cueillette, pour limiter les résidus puisque c'est in fine ce qui est regardé. Donc, il y a des remarques qui sont à faire. Les deux autres exemples que je voulais prendre, le premier insiste, c'est une étude qui est extrêmement importante de mon point de vue, allez la voir, qui porte sur Global Gap, donc, qui est un standard qui a été développé par des distributeurs européens et qui est appliqué dans un certain nombre de pays, en Afrique du Sud, au Chili, etc., dans le monde. Et là, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a eu une explosion du travail féminin flexible quand Global Gap se met en place au Chili dans les filières fruits et légumes. Pourquoi? Parce que Global Gap impose des mesures de protection pour les personnels permanents et directement employés. Et ça a pour compétence de restructurer complètement l'organisation d'un travail en organisant à la fois du subcontractors work et puis du recours au travail féminin moins payé, etc., qui deviennent encore moins protégés, notamment sur leurs conditions de travail, et ça implique les conditions aussi sur les pesticides. Et là encore, ce qui compte, c'est les résidus in fine. Et in fine, pour le coup, on arrive à faire des produits sans trop de résidus, mais en surexposant certains types de populations précarisées qui sont les femmes. Donc sa conclusion, c'est qu'il y a un bénéfice pour les distributeurs, ça permet de cocher la carte la responsabilité sociale des entreprises, puisque tout est rempli. Ça a un coût assez important pour les producteurs qui se retrouvent endettés. Enfin, il y a tout un ensemble de logiques. Et donc, ça profite essentiellement aux distributeurs et finalement aux consommateurs finaux européens, puisqu'il y a théoriquement moins de résidus. Et le troisième, c'est une étude que je vous invite à lire, mais elle porte sur la banane en Honduras, où là, Dole et Chiquita ont choisi à un moment de forte critique d'adopter des standards environnementaux. Ces standards environnementaux vont être différents suivant les entreprises, donc c'est intéressant parce qu'au niveau de ces multinationales, il y a des choix différents de standards, des logiques différentes de mise en œuvre, etc. Mais ça... Finalement, les personnes qui travaillent, à la fois les farmers qui sont en contrat subcontractors, qui sont qui ont des contrats, et les salariés,
c'est finalement marginal, l'amélioration pour eux, enfin, même s'il y a des effets sur la protection, mais surtout, ça a des effets d'endettement importants pour les growers, les producteurs qui sont subcontractés, qui ont des contrats avec ces deux entreprises, ces deux multinationales, parce qu'ils vont transférer les coûts de la certification, qui sont assez importants, extrêmement énormes, sur les growers, et donc sur les producteurs, les planteurs, et avoir donc des endettements plus importants. Donc il y a plein d'autres éléments dans ce travail, et il faut aller le voir. Mais donc, en conclusion, ces standards et au-delà, ces régulations publiques et privées, en fait, reflètent globalement, il y a plein de choses qui peuvent se passer qui améliorent localement. À certains moments, il faut regarder, et c'est important. Ça donne du pouvoir à certaines organisations, dans le sens où ça donne des arguments, ça donne des leviers d'action, mais ça reflète quand même des déséquilibres importants entre le Nord global et le Sud global, si on peut utiliser ces expressions, on peut le discuter, et puis des formes d'injustice assez structurelles et de pouvoir et aussi de pouvoir, des équilibres de pouvoir sur toute la chaîne de valeur qui va profiter à certains acteurs, et ça mérite d'être regardé un peu plus largement. Donc il y a ce problème de la capacité voilà. Je vais peut-être puisqu'on m'a dit que j'étais très longue, je vais m'arrêter là, et on peut discuter ensuite des questions. Merci beaucoup, Nathalie. Et pardon de vous avoir un peu non, c'est pas... pressé. Peut-être une ou deux questions, parce qu'après, on a besoin d'enchaîner sur la table ronde. Donc, je vois la main de Luc et de Moritz. Et on va s'arrêter là. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet exposé super. J'ai une question. À chaque fois, j'entends le terme problème de capacité. Ça fait tic dans ma tête. Parce que la conclusion peut vite être il suffirait d'améliorer la capacité des institutions pour que ça fonctionne. Alors que, bien sûr, le problème de manque de capacité ne tombe pas du ciel. Enfin, tu le sais, évidemment. Mais, et donc, pour moi, la question qui se pose, c'est aussi... Vera nous a raconté, TPRI a été démantelé, c'est-à-dire le manque de capacité des institutions nationales quand elles ont existé, et le résultat de choix politiques très forts. Et le problème, il est, quand on regarde le comité sahélien des pesticides, quand on demande à nos collègues du Burkina, ils disent le CSP, il fait bon vivre, c'est-à-dire c'est des institutions qui créent par l'homologation des revenus qui sont importants, qui auraient les moyens de faire des choses comme par exemple le suivi post-homologation qui n'existe pas, ni dans le CSP, ni en Tanzanie. Et en fait, peut-être de regarder de près qu'est-ce qui se passe, quelle est l'économie politique de ces organismes, de ces institutions-là, qu'est-ce qui se passe avec les revenus des procédures d'homologation, et dans quelle mesure est-ce que ces institutions ne sont pas mises dans une position d'impuissance structurelle, parce que dans le cas de TPRI, on leur a enlevé, sauf si je dis des bêtises, les ressources pour faire leur mission, qui est le suivi post-homologation, par exemple. Oui. Merci. Alors, je suis entièrement d'accord. Il faut regarder à la fois... et il y a un travail un petit peu peut-être même sur le temps, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait plus de moyens, malgré toutes ces initiatives, que ces institutions nationales, dans un certain nombre de contextes, n'aient pas de moins de moyens qu'elles n'en avaient il y a 20 ou 30 ans. Donc c'est proportionnellement, donc il y a un vrai travail à faire. Et sur le problème de la capacité, je suis d'accord. Il y a eu un travail sur le Sénégal qui a été fait sur des laboratoires publics du Sénégal en charge de substances toxiques, qui est vraiment, c'est une ethnographie qui montre très très bien toutes ces difficultés. Alors ça porte pas sur les pesticides, ce qu'ils ont regardé, c'est sur les pollutions liées aux métaux lourds, mais qui montre bien et comment les personnes qui travaillent dans ces institutions publiques doivent naviguer dans des contraintes absolument phénoménales, et notamment des contraintes financières et des contraintes aussi de politique d'État. Et il faut donc il y a les politiques des États, mais aussi il y a tout un travail qui est fait en dehors ou à côté des États par les organisations internationales et par
tout un ensemble d'acteurs économiques qu'il faut saisir à différents niveaux. C'est des programmes de recherche extrêmement importants, mais ce n'est pas que des programmes de recherche, c'est des programmes aussi qui ont des implications évidemment sur sur quoi on pourrait agir, et au moins pour améliorer un petit peu les choses sans même penser changer les structures, qui est totalement... je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vraiment, mais en 10 ou 15 minutes. Voilà. Ok, merci. Luc de la Paire. Merci pour énormément de génériques qui sont produits dans des conditions moins bonnes. Et juste pour l'illustrer, j'aurais donné le cas du chlorothalonil, dont cette matière active a été révisée par l'Union européenne en 2006. Il était clairement spécifié que toute préparation à base de chlorothalonil devait être indemne de 2 impuretés qui sont produites en même temps que la matière active. Et donc, les produits à base de chlorothalonil qui étaient vendus en France étaient effectivement indemnes de ces 2 impuretés, qui sont beaucoup plus toxiques que la matière active en elle-même. Mais par contre, à l'international, il y a eu une flopée de génériques, et là, je peux vous garantir que ces normes-là n'étaient pas appliquées. Donc après, pour revenir plus à une question, moi je partage complètement cette idée de rapport de force inégal entre le Nord et le Sud, mais on voit bien qu'il y a des réglementations dans les pays du Nord qui restreignent l'utilisation de pesticides, qui restreignent également les importations en fixant des LMR. Mais moi, il me semble que le vecteur de changement, il n'est pas dans cette réglementation-là. Il me semble qu'il est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler, mon collègue Denis Leyer, hein, s'il nous entend, il aime bien ce terme-là, ce qu'il appelle la soft law, c'est-à-dire les normes qui s'imposent dans les filières de distribution. Et ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas à travers l'expérience de la banane, et qu'on retrouve certainement dans d'autres filières, c'est que s'il y a de vrais vecteurs de changement, c'est là qu'il faut les trouver. Et du coup, en termes de solutions, est-ce qu'il ne faut pas aller vers plus de communication, d'information et de formation vers cette catégorie d'acteurs, car ils ont un vrai pouvoir de changement que n'ont pas les États? Alors, Nathalie, très vite. Oui, je vais juste... C'est une grosse question qui est beaucoup travaillée, et le diable est souvent dans les détails. Il peut avoir des vecteurs de changement. C'est un argument qui est très ancien, qui date au moins des années 80, donc c'est pas du tout nouveau. Il a été testé et mis en œuvre par tous ces standards privés, et l'idée que la self-regulation pouvait fonctionner. Justement, les gens qui travaillent vraiment dans la mise en œuvre sont beaucoup plus sceptiques. En tout cas, il y a des travaux qui sont beaucoup plus sceptiques, même s'il y a des formes de changement. Et donc, il y a souvent un investissement financier, aussi humain, extrêmement important, mais il y a des conclusions qui disent tout a changé et rien n'a changé, dans le sens où finalement les bénéfices ne sont pas si importants en termes d'amélioration, en tout cas d'amélioration substantielle, et ça peut avoir des conséquences en type de travail. Hein. Je vous ai, le travail sur le Chili et la filière fruits et légumes est très important de ce point de vue-là. Il faudrait en faire plus sur comment après ces règles sont détournées à tous les niveaux, et l'adaptation de ces règles, quelles conséquences elles ont sur d'autres types de problématiques.